Magnifique. Oui, Nicolas, Damien. Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Ravi de vous retrouver. Nous sommes mardi, nous sommes en direct. Nous avons bravé les grèves, le froid, la pluie et tout ça pour notre invité du jour, évidemment, qui est une puissance divine dans la mesure où elle dompte les éléments mieux que personne après avoir affronté le feu dans une mini-série qui atteint des sommets d'audience. Elle s'apprête à reprendre le rôle dans une fiction où cette fois-ci elle va se rapprocher davantage de l'eau. En revanche, pas question pour elle de brasser de l'air. Son personnage porte le brassard d'une flic à la personnalité truculente et en reprenant du service, elle va tenter d'appréhender un ennemi d'un nouveau genre. Bonjour Julie Debona. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci, on est ravis. Nicolas. Vous passez du feu à l'eau. Peur sur le lac, c'est le titre de la série, de la collection dans laquelle vous allez retrouver le flingue de Liz Stoker. Après l'épilogue du Bazar de la Charité il y a pile un mois, vous êtes à nouveau dans une série sur TF1. Est-ce que votre résolution de 2020, c'est une série par mois ou rien? Eh bien, je crois que je vais fatiguer les téléspectateurs si je fais ça. Mais même moi-même, je vais me fatiguer. Si non, c'est vrai, c'est un concours de circonstances que tout arrive un peu en même temps parce que les tournages n'ont jamais lieu au même moment, etc. C'est ça, puis ça faisait un moment que j'avais pas fait, il n'y avait pas eu de série diffusée avant le Bazar et tout sort d'un coup. Et heureusement, pas tout en même temps, ça s'est décalé, ça s'étale. Est-ce que comme l'ancien président Sarkozy l'avait dit à une époque avec Carla, entre TF1 et vous, c'est du sérieux? C'est une histoire d'amour. Ça ne vous empêche pas évidemment de tourner pour d'autres, vous avez tourné pour comme, M6. Comme en amour, j'ai le droit d'aller voir ailleurs. Absolument, très bien. C'est parfait. On est en direct, je le rappelle, avec Julie Debona. Elle est avec nous ce matin sur Figaro Live. Nous sommes sur, ça commence bien, évidemment, tvmag.com et la page Facebook de TV Magazine, cette fameuse page Facebook avec notre live en direct sur lequel vous pouvez lui poser toutes vos questions. Est-ce que vous l'avez aimé dans le Bazar de la Charité? Est-ce que vous allez l'aimer dans le lac? Est-ce que vous trouvez qu'on voit trop de Julie Debona à la télé? N'hésitez pas, vous pouvez le dire également. Je demande ça à Julie parce qu'on n'a jamais de critique. Donc on essaie toujours avec Damien d'en avoir un petit peu. Je promets, je fais une pause après, au moins de 2 mois. Je vous promets. Quel type de rôle vous aimeriez l'avoir? N'hésitez pas, toutes vos questions, vos remarques, vos suggestions. Elle répondra à tout ça après les news médias de Damien Canivez. Bien, t'as fait une... Salut Damien. Salut Nicolas, salut Julie. On est en pleine force ce matin. On démarre tout de suite ces news médias marrant. Avec les audiences d'hier soir. Qui est arrivé en tête? Alors hier soir, Nicolas, il y avait énormément de lancements, de retours, et c'est France 2 qui arrive sur la première marche du podium avec le lancement de la 2e saison des Rivières Pourpres avec Olivier Marchal. 4,5 millions de téléspectateurs se sont rassemblés devant cette fiction, ce qui représente 19,7% de part d'audience. Déception en revanche pour TF1 qui atterrit sur la 2e marche du podium avec le lancement de la 4e saison de Sam avec Natacha Ladinger. 3,7 millions de fidèles, 17% du public. Sur la 3e marche du podium, on retrouve France 3 qui misait sur un western américain intitulé Appaloosa. Le long métrage signé Ed Harris a rassemblé 2,3 millions de cinéphiles. Et enfin, on termine avec cette chaîne qui échoue au pied du podium. Il s'agit d'M6 qui misait sur le retour de Mariés au premier regard. Vous savez, cette télé-réalité où des personnes se rencontrent le jour de leur mariage à la mairie. Plus de 2 millions de téléspectateurs ont répondu présent. C'est un score en baisse par rapport au lancement de la dernière saison. Oui, c'est un peu moins alors que la saison dernière est cartonnée. Je veux dire pourquoi TF1 n'était pas en tête. C'était pas une série avec Julie Debona. Et non. Et c'est pour ça qu'ils sont pas en tête. Cette émission-là, elle a fait couler beaucoup d'encre. Mariée au premier regard. Quel regard vous portez sur une émission où des couples, je ne sais pas si vous connaissez, se rencontrent le jour de leur mariage? C'est-à-dire qu'ils démarrent leur rencontre par un mariage. Écoute, moi je me suis mariée. J'ai attendu 7 ans, je crois, Ouais, avant de c'est me pas marier. mal, J'ai fait attendre 3 ans mon mari avant de l'embrasser la première fois. Enfin, je suis pas du tout de cette Non, pas du tout. De cette gêne-là, je suis tellement méfiante, tellement. J'ai du mal à me lancer, à m'engager. Tout ça que pour moi c'est extraterrestre. Ouais, démarrer par la fin, c'est compliqué. Mais j'ai dû jeter un œil et je me dis mais comment font-ils? Et puis je pense que c'est plutôt de l'excitation. C'est plus un jeu ou alors ils ont vraiment envie de se lancer dans l'aventure comme ça, comme à l'ancienne, non? On était mariés sans se voir avant. Quasiment, je pense que c'est un peu ça. Marche, hein. il y a 1 sur 10, je crois, qui marche. Et il y en a qui restent ensemble? Oui, il y en a. Il y a 2 couples, dont un qui a déjà eu un enfant, sur lequel ça a marché. Pour 10 ou 12 échecs, je ne sais plus, mais bon, il y a quand même beaucoup d'échecs. Le hasard fait bien les choses. Voilà. C'est normal. On continue, Damien, avec cette décision de justice dans le conflit qui opposait Tex à son employeur, la boîte de production. Exactement. Alors on rappelle que Tex, c'est l'ancien animateur du célèbre jeu des amours, diffusé chaque jour en fin de matinée sur France 2. En décembre 2017, on rappelle qu'il a été brutalement évincé de la chaîne après 17 ans de bons et loyaux services suite à une blague prononcée sur C8 sur le plateau de
de ces gueux de la télé. C'était une blague en lien avec les violences conjugales, donc forcément ça avait fait couler beaucoup d'encre. Il a ensuite intenté une action en justice contre la société de production Sony Pictures Television, réclamant 1,2 million d'euros pour rupture abusive de contrat. Et comme le rapporte la lettre A, dans son arrêt du 3 décembre, la Cour d'appel de Paris a finalement confirmé le jugement rendu dans un premier temps par le Conseil des prud'hommes le 27 juillet 2018. À cette époque, le tribunal avait donné raison à l'employeur de Tex, indiquant que la faute grave de l'animateur était justifiée. Et on rappelle qu'il a eu ses indemnités, hein, normal, il attaquait évidemment pour son licenciement. Aujourd'hui, on a l'impression que la société, Julie, elle est hautement inflammable, c'est-à-dire qu'une petite blague, un mauvais truc, quelque chose dit de telle ou telle manière peut avoir des conséquences absolument incroyables. On le voit, Tex, qui ne travaille plus effectivement en télé pour une blague, hein, il a même dit lui-même que c'était une blague. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est faire attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit? Est-ce que ça n'a pas toujours existé, ça? Ben, on a l'impression que non, des blagues, il y en avait avant, plus. Oui, des blagues, mais je parle à l'époque, ça dépend de quelle époque on parle, mais à l'époque aussi, on pouvait être balancé en place publique et ne plus avoir sa place à la cour. Tu vois, j'ai l'impression que ça a toujours plus ou moins existé, ce problème de regard des autres et de... Alors aujourd'hui, les médias aident à ça, mais... Et les réseaux sociaux aussi, surtout. Mais est-ce que ça bride parfois les scénaristes? Vous voyez des scénaristes qui disent on fait attention à ceci, à cela, on fait plus qu'avant peut-être, ou vous ne l'avez pas vu? Je crois qu'il y a eu une période un petit peu aseptisée, mais maintenant ça revient. Ouais. J'ai l'impression que maintenant, comme en fait l'audimat ou l'audience, finalement, les spectateurs ont envie de voir des choses un petit peu... audacieuse. Ouais, je pense qu'ils y vont. Donc finalement, c'est eux qui nous réamènent vers ça. Je relis des choses très intéressantes et très insolentes maintenant. Alors ça revient peut-être. Mais je crois que c'est un autre sujet, parce que c'est pas les réseaux sociaux, ça. Absolument. En tout cas, on espère que ça, au moins il y aura ça dans la fiction. On termine, Damien, avec une nouvelle chroniqueuse qui va débarquer dans TPMP. Oui, exactement. Alors, c'est une femme que les mordus de télé-réalité connaissent bien. Elle a participé à la 5e saison de Secret Story sur TF1. Je suis sûr que vous regardez. Vous êtes plutôt ange de la télé-réalité, vous, on le sait tous. C'est vrai. Elle a reçu le prix par Hollywood Girl que vous avez suivi évidemment avec assiduité avant de présenter le MAG et le Mad Mag en début 2016 sur Énergie 12. Et voilà Kayem Nour, donc rebondit sur le plateau de Touche pas à mon poste dans cette émission. Cyril Hanouna l'a présenté hier en direct, alors qu'elle se trouvait sous un costume de chouette façon Masked Singer. C'est une façon de parodier l'émission à succès de TF1. Alors, quel rôle tiendra-t-elle dans cette émission? À quelle fréquence apparaîtra-t-elle dans l'émission? Autant de questions qui restent pour l'instant sans réponse, puisqu'après l'avoir révélé en direct sur Touche pas à mon poste, eh bien Cyril Hanouna a rendu l'antenne. Il va donc falloir attendre l'émission de ce soir pour en savoir davantage. Et on voit sur la photo qu'elle était venue au buzz, donc elle va revenir. Exactement. Écoutez, je lance l'invitation après ce buzz. Est-ce que vous êtes cliente de ce genre de talk show, TPMP quotidien? Qu'est-ce que vous regardez à la télé, Julie? Quel genre de téléspectatrice vous êtes? Je regarde pas la télé, c'est-à-dire que par contre, je regarde ou en replay ou un bon film, je la regarde. Je suis plus je sais pas comment ça s'appelle ça, une cliente de... une adepte du replay, quoi. Ouais, replay. Vous ne regardez pas la télé de façon linéaire, vous ne regardez pas des heures fixes avec des émissions? Non, pas dire, je ne laisse pas allumer la télé en direct et tout, donc je ne connais pas toutes les émissions. Mais comme beaucoup, vous avez cédé aux plateformes de SVOD, Netflix, Amazon. Ouais, je crois que c'est une autre manière de regarder la télé, c'est-à-dire plus à des heures qui nous conviennent, quand on est dispo, quand on n'est pas fatigué. Comme beaucoup, évidemment, c'est un nouveau rythme. C'est terminé, Damien? C'est fini. Bon, allez, alors demain, évidemment, d'autres news tout de suite. Place à la grande interview du Buzz TV et toutes vos questions qui arrivent avec Julie Debona. Julie Debona, face à vous, chers internautes, et évidemment face au public. TF1, je le rappelle, donnera le coup d'envoi de la série intitulée Peur sur le lac. Ce sera jeudi à 21h05, une série dans laquelle vous reprenez votre rôle de Liz Stoker, une capitaine de police qui est en couple avec un gendarme, interprété par Lannick Guthrie. À quelle menace les deux enquêteurs vont être confrontés cette fois-ci sur ce lac? On a vu une bande-annonce qui fait très peur avec un bateau qui arrive sur une jetée. Elle est belle la bande-annonce. Magnifique. C'est la scène d'ouverture de la série, le bateau qui est... alors c'est une menace tout à fait inédite, originale et tout, et ce qui fait encore plus peur qu'un serial killer, puisque c'est une menace invisible. C'est un virus mortel, un dérivé d'Ebola qui entre sur le territoire, et donc c'est encore plus effrayant parce que c'est invisible. Enfin,
c'est impalpable, on ne sait pas du tout d'où ça vient, comment l'arrêter, et on apprend que c'est un virus criminel, qui a une origine criminelle, donc il faut que je trouve assez rapidement qui a répandu ce virus pour pouvoir éradiquer le mal, quoi. Alors justement, au tout départ, vous redoutez que ça vienne d'un camp, qui est un camp de migrants d'Afrique subsaharienne, avec évidemment un sujet très sensible. Là, on le dit, justement, est-ce que vous n'avez pas peur que les associations vous disent « Et voilà, tout de suite, il y a un camp de On est assez doux, en tout cas avec le réalisateur, on a voulu être assez doux, assez juste, assez délicat avec, dans le traitement des migrants, parce qu'on ne les accuse pas du tout, c'est qu'ils sont liés direct avec le premier meurtre, enfin le premier mort qui est empoisonné. Donc c'est vraiment une enquête qui se fait sur 6 épisodes et on les croise. On voit tout de suite que ça ne vient pas forcément tout de suite de là, et à la fin, ils viennent faire un truc très joli. Vous avez vu toute la série ou pas ? Ah oui, moi premier épisode. Voilà, et donc à la fin c'est assez joli, donc on leur rend hommage d'une certaine manière. On va évidemment pas tout raconter. Pourquoi avoir décidé justement d'insérer ce camp-là? C'est par rapport au contexte également social? Est-ce que c'est aussi une façon de dénoncer les conditions dans lesquelles vivent ces gens dans ces camps? Non, je sais pas si c'est politique, c'est plutôt Ebola. Je dirais qu'on fait peur avec le virus Ebola, donc il viendrait des camps parce que c'est les origines de... Bien sûr. Donc c'est plutôt, je pense que c'est plutôt sur ce terrain-là, plus que politique. Je ne pense pas qu'on traite ça dans la série. Damien. Oui, nous sommes en direct sur la page Facebook de TV Magazine, sur le Figaro.fr. Mais on se fait clasher, nous, Nicolas, parce qu'on appelle des haters, on demande des trolls, mais on n'en a pas. Alexandre, comment on peut faire des critiques sur cette charmante jeune femme qui a tant de talent? Je vous avais dit, il y en a voilà. Lisa, bravo pour vos performances. J'aime beaucoup la subtilité et la finesse de votre jeu dans le Grand Bazar. On en parlera dans quelques instants. Mais d'abord, une question d'Arnaud qui souhaite savoir combien d'épisodes y aura-t-il dans Peur sur le lac? 6 épisodes. 6 épisodes. Et 3 soirées. Est-ce que vous aimeriez qu'il y en ait davantage? Comment ça se passe d'ailleurs la répartition des épisodes par série en fait? Pourquoi 6? Pourquoi pas 4? Comment ça se passe? Là, en fait, c'est une mini-série qu'on fait. C'est pas une série on peut faire 12 épisodes tous les ans et tout ça. C'est une série avec une intrigue qui... Voilà, parce qu'à chaque fois, on change. Les spectateurs ne sont pas obligés d'avoir vu le tueur ni le mystère pour voir Peur. C'est vraiment un concept, et donc on part sur une nouvelle intrigue. Là, avant, c'était un tueur en série, là, c'est un virus. Donc on raconte une histoire en entier et on voit en combien d'épisodes on peut la raconter. Ce qui est le plus intelligent, c'est les scénaristes qui structurent la série avec les intrigues, toutes les intrigues secondaires qui s'entremêlent et tout ça, parce que tu as tout vu. Oui. Et donc on a pu le faire en 6. Voilà, on s'est dit c'était bien de le faire en 6 celui-là et pas en 8. L'intrigue ne valait pas la peine de ça et c'était plus haletant en 6. Voilà. Alors c'est évidemment un spin-off de la fiction qui s'appelait Le Tueur sur le lac, qui a été diffusé en 2017 sur TF1. C'est plus de 2 ans plus tard. Pourquoi il y a eu un tel écart entre ces deux spin-offs, le temps qui... Oui, parce que c'est ça, c'est pas une série qu'on peut faire tous les ans, c'est vraiment la conception d'un nouveau concept, d'une idée. On est parti à la fin de la diffusion du Tueur. C'est le réalisateur Jérôme Corniot qui est allé faire Guyane pour Canal. Pour Canal+, et je crois que toute l'équipe a chopé un truc atroce là-bas. Il s'est retrouvé, il est rentré, il était traumatisé par ce qu'il a vécu sur le tournage avec l'équipe technique. Et c'était très drôle quand il nous le racontait et tout. Et il est revenu avec cette idée d'un virus. Et il a dit, on va en faire. Voilà, donc le temps que ça se fasse, que ça se concepte, que TF1 accepte l'idée, parce que c'était très original et très un peu inattendu, un peu inédit. Donc il fallait qu'il soit convaincu que ça puisse marcher pour un grand public, parce que voilà, c'est... Pour les téléspectateurs, justement, pas besoin d'avoir vu Le Tueur sur le lac pour voir non, Peur sur le lac. On est sauf si hein. on aime nos personnages avec Lannick, c'est les deux qui restent, et quelques personnages comme Pierre Perrier, Joss Bibrin, Juliette Pumkop-Mèche, Lola Devers, et Justine Le Potier, ils restent... Mais c'est pas obligatoire vraiment. Je pense qu'on peut le prendre comme ça, comme c'est l'histoire d'un couple de gendarmes et flics qui doivent gérer un événement catastrophe, quoi. Damien. Oui, une question de Jérôme qui trouve que vous portez le flingue à merveille merci. Et qui souhaite savoir si vous auriez pu devenir flic dans la vraie vie. Alors, là, dans cette série Peur sur le lac, je me suis dit heureusement que je ne suis pas flic, parce que je crois que le virus aurait été répandu dans le monde entier. Vous avez vu tout le monde avec le virus. Franchement, j'aurais été
traumatisée par cette histoire. Moi, si j'avais dû être flic pour éradiquer un virus, quoi. Par contre, le flingue, c'est sympa parce que oui, j'ai pris des cours avec dans un commissariat dans le 20e. Ils m'ont accueilli gentiment pour me faire c'est quoi, de tir, de position, de la façon de le tenir? C'est quoi les Oui, cours voilà, la façon de le c'est tenir. Il y a toute une technique et voilà, pas comme ça parce qu'on peut facilement t'arrêter le flingue. Il y a 2-3 techniques de base. Et puis c'est surtout de vraiment tirer avec des balles. Pour voir la sensation que ça fait. Voilà, non, mais je me suis régalée à faire ça. Donc après, quand tu le tiens sur le tournage, tu sais ce que c'est. Ça, c'est rigolo. Donc, je pense qu'éventuellement, alors peut-être pas flic dans la vie, mais d'autres rôles de flic, à mon avis. Oui, c'est très sympa. J'aime bien le côté justicière, droite, un peu vénère aussi contre les choses qui se passent. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que c'est un métier de dingue, quoi. Moi, je suis admirative de ce qu'ils font parce que c'est des heures et des heures et des heures de paperasse, de difficultés, de planques, d'enquêtes. Enfin, vraiment, c'est un métier. C'est pas toujours les bons côtés qu'on voit dans les séries. Non, nous, on le rend glamour. Elle est bien coiffée. Je sais pas si c'est possible comme ça dans la vie. La Retour sur le lac a mis la barre très haut. C'était plus de 5 millions de téléspectateurs. J'imagine que vous êtes obligé de faire à peu près. Nicolas. Ah bah, bien sûr, je crois qu'on a fait un peu plus au début. Non, c'était un peu plus que ça. Non, la moyenne, je parle. La moyenne globale sur les 6 épisodes, c'était 5,1, je crois, avec les replays. Est-ce qu'on vise, j'imagine, au moins la même chose? J'imagine que TF1 souhaiterait avoir au moins la même chose. Il y a une pression là-dessus ou pas? Ah non, mais moi, ils ne me mettent pas la pression. C'est vraiment, ils sont hyper, non, ils sont hyper mignons. Après, moi, je souhaite toujours que ça marche pour les gens qui m'ont fait confiance et qui… ouais, je souhaite pour eux, c'est une équipe. En fait, on est une équipe. Les producteurs, le réalisateur, les acteurs, les diffuseurs, mon agent, enfin, on est tous une équipe et on se dit, voilà, on a envie que ça marche. Mais après, si ça ne marche pas, c'est encore… on est un travail d'équipe, on partage l'échec. Et les victoires, évidemment. Il pourrait y avoir une suite si les audiences sont au rendez-vous. Je ne sais pas, une 3e collection, Terreur sur le lac, par exemple. Ou Terreur sur le lac, je vais proposer ça. Frayeur sur le lac. Non, mais c'est possible, ça dépend évidemment des audiences, ou est-ce que vous avez déjà parlé d'une suite éventuelle, Julie? Ça ne dépend pas des audiences, ça va dépendre encore du savoir si on a une bonne idée. Parce que je pense vraiment que cette série, elle est bien, elle a été bonne pour faire la suite du mystère, elle a été bonne avec le tueur parce que tout était nouveau, c'était un concept sur 8 épisodes qu'on avait réussi à tenir. Puis un vrai et décor donc, maintenant, voilà, il y avait un serial killer, c'était un truc, un mec qui faisait du mal aux femmes et tout. Donc voilà, il faut trouver, là, le truc du virus, c'était vraiment intéressant. Si on trouve un autre concept aussi intéressant pour faire vivre cette enquête avec cette ambiance qu'aime mettre le réalisateur, on ira, mais si on n'a pas de concept, si le réalisateur ne marche pas avec nous et tout, je pense qu'il vaut mieux arrêter. Je pense que c'est vraiment un truc familial avec des bonnes raisons, avec un truc assez authentique. Cette série est très très bien réalisée. Les guests viennent, les super acteurs viennent parce que c'est exigeant. On en parle, c'est un casting vraiment impressionnant. Damien. Oui, attention, notre réseau de haters est en marche sur la page Facebook de TV Magazine. Oui, on a une critique absolument incroyable. Je t'adore, Julie, tu fais les meilleures séries. Ça, c'est Marjorie sur la page Facebook. Merci, Marjorie. C'est le commentaire le plus subversif que nous aurons aujourd'hui, Nicolas. Isabelle, extra dans le bazar de la charité. Et puis, une question de Sylvain qui souhaite savoir si Yannick Gautry est un bon mari. Un bon mari de cinéma. De fiction, oui, de fiction, bien sûr. Après, ce n'est pas votre mari dans la vie. Oui. Ça, c'est sûr. Non. Yannick est-il un bon mari? Moi, je trouve que c'est un excellent acteur, déjà. Un bon mari, vous voulez dire que Clovis Bouvier, le personnage, est un bon mari? Oui, ça va, il est un peu taiseux, moi, je trouve, qu'il ne parle pas beaucoup. Il fallait lui tirer les verres du nez. Mais je trouve que dans la nouvelle saison, ils sont plutôt bien, tous les deux. Donc là, dans Le Tueur, justement, ils étaient en gros conflit, ils étaient en doute, elle pensait qu'il la trompait, qu'il avait une double vie et tout. Et là, ils ont quand même grandi, ils ont mûri tous les deux, ils sont beaux à voir, je trouve, ils ont une vraie complicité. Et il y a un moment, un petit conflit, parce qu'il y a un ex de Lise qui revient, qui vient rôder autour d'elle. Ils s'embrouillent un peu, mais vite, ils sont assez solides. Et voilà, c'est un couple qui a de la maturité, je trouve. Alors, je voudrais qu'on revienne évidemment sur le bazar de la charité qui a été diffusé. La diffusion s'est terminée il y a un peu plus d'un mois avec un succès absolument extraordinaire. Vous êtes dans le top 10 des audiences de l'année 2019. Vous interprétez un des rôles principaux, aux côtés notamment de Josiane Balasco, qui était terrible évidemment avec vous. Le bilan que vous tirez de cette fiction, ça vous a
surpris l'accueil incroyable qu'il y a eu autour de ça, l'histoire, l'intérêt pour le bazar à charité, que les gens avaient un peu oublié l'histoire de cet incendie. Bah ouais. Ça vous a surpris le succès ou vous pouviez le prévoir sur le tournage avec cette reconstitution incroyable, ces costumes, ces décors? Écoute, c'est une aventure surprenante du début à la fin. C'est une coproduction avec Netflix, hein, on le rappelle, TF1 et Netflix qui s'est joint. Qui est venu à la fin. Hein, donc vraiment, je tiens à dire que TF1 et la productrice, Quad Production et la productrice Iris Buchet s'est lancée à perte dans cette saga incroyable et Netflix est arrivé le dernier mois de tournage. Hein. Ils ont vu des images montées pour pouvoir s'engager, donc ils se sont engagés que sur de la qualité. Et donc eux se sont lancés vraiment, moi je trouve qu'ils ont fait un vrai pari. Donc oui, dès le début j'en avais entendu parler de cette série incroyable, j'avais entendu le pitch, j'adorais cette productrice avec qui on a fait Le Secret d'Élise, le réalisateur avec qui j'ai fait Le Secret d'Élise aussi, donc je savais qu'il y avait vraiment un énorme potentiel. Et le tournage arrivant, l'incendie incroyable, les techniques et tout ça, oui, on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui se passait, mais on croisait les doigts pour que ça marche. Parce que si ça ne marchait pas, c'était compliqué pour eux. Bien sûr, donc, parce que c'est une fiction qui a coûté très cher. Ouais, et puis on ne sait jamais si ça va marcher quelque chose. C'est vraiment un événement historique. Est-ce que ça va intéresser les gens? Enfin, c'est vraiment une prise de risque qui est incroyable. Et techniquement, ils ont été exigeants. Et je suis très heureuse que artistiquement et le succès populaire ait fonctionné. Entre 6,5 millions et 7 millions, hein, on le rappelle, 32% de part d'audience, c'était la plus grosse fiction. Il y a juste Capitaine Marlowe qui a été un peu plus fort que vous cette année. Et à part ça, c'était la seule. Il y a une chance d'avoir une suite, une autre saison, ou alors ce serait complètement autre chose? Non, on est d'accord, c'était autour de cet événement. Non, et puis vraiment elle est bouclée, je trouve ça beau parce que c'est précieux, ça la rend vraiment… Je pense qu'aussi les gens, ça leur plaît de savoir que c'est précieux, on a envie de la re-regarder cette série. Donc, Alors je vous parle évidemment de Netflix parce que vous allez me voir venir pour la suite. On sait que Netflix maintenant s'est implanté en France, plus de 200 millions d'euros de budget prévu pour 2020 sur les séries françaises faites en France. Est-ce qu'aujourd'hui, pour une comédienne comme vous, c'est une place incontournable? Est-ce qu'on discute avec des Netflix ou des Amazon comme on discute avec TF1 ou M6 ou France 2 aujourd'hui? Alors, j'ai l'impression que c'est encore deux mondes différents. Ouais. On n'a pas de contact direct avec ces gens-là, comme je les ai, moi, avec les diffuseurs. Et je suis ravie de connaître les diffuseurs des chaînes, c'est plus humain. Mais pour l'instant, Netflix, par contre, on a très envie d'y aller parce qu'il y a une vraie exposition. Et moi, juste, à titre personnel, je suis hyper contente de faire une série sur Netflix parce que ma grande sœur habite aux États-Unis et elle n'avait jamais vu une de mes séries. Et là, elle la regarde avec ses enfants et je suis hyper fière. Elle va la voir sur Netflix, en tout cas. Ouais, et donc, non, voilà, juste trêve de plaisanterie, c'est juste parce que d'un coup, il y a une meilleure exposition et puis ils tentent des séries différentes. Je crois qu'il y a d'autres attentes du public, donc on peut aller prendre des risques différents et tout. Donc, je crois que c'est une autre manière de bosser. Mais je ne les connais pas personnellement, humainement. J'ai l'impression qu'il y a encore un mur. Je ne sais pas qui sont ces gens. Et vous allez y connaître. Hein. Quelque chose me dit que bientôt ce sera le cas. Damien. Oui, Valentin a une question à vous poser aussi concernant le bazar de la charité. Il demande si vous vous êtes fait peur en vous regardant dans le miroir lorsque vous aviez cette tête de femme brûlée. C'est vrai que le maquillage est absolument incroyable. J'ai adoré ce que j'ai. Est-ce que vous en avez cauchemardé la nuit? Non, c'était très drôle. C'est la première fois que j'ai fait les essais pour le maquillage. C'était autour d'Halloween. Ah oui, ça tombait bien. Et donc, ça m'a fait rire. Je trouvais ça drôle. Et j'envoie une photo à mon chéri, à ma mère et à ma sœur pour rigoler. Et eux, ils étaient pétrifiés. Oui. Quoi. Et là, j'ai compris que ça marchait. Mais moi, au début, je riais. Ça m'amusait. Par contre, sur le tournage, j'ai plus du tout rigolé parce que j'étais dans le personnage. J'y croyais, quoi. Le succès aujourd'hui est fait qu'on vous voit partout beaucoup. On parlait évidemment de TF1, de cette série sur M6 qui arrivera très prochainement. Un peu plus rare évidemment au cinéma. Il y a toujours cette petite barrière entre la télé ou le cinéma, ou est-ce que ce qu'on vous propose en télé finalement est beaucoup plus intéressant que ce qu'on peut vous proposer au cinéma, Julie? Mais tu as répondu à la question, Nicolas. Ah, c'est ça, c'est simplement… Non, là j'étais dans Made in China, le film de Frédéric Shaw cet été. Et donc j'étais contente de refaire du cinéma. Ça faisait un petit moment aussi que j'en avais pas fait. Et pour l'instant, les rôles qu'on me propose, ils sont démentiels à la télé. Je ne sais pas si on a vu un rôle comme Rose du Bazar de la Charité. Pour l'instant, on ne me l'a pas proposé au cinéma, c'est sûr. Mais j'ai très envie de refaire du cinéma. Et j'ai l'impression que la barrière, elle se fait, que je peux passer de l'un à l'autre. Il faut que les rôles soient intéressants. C'est vrai, aujourd'hui, il y a moins de snobisme. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'acteurs de ciné qui commencent à venir en télé aussi maintenant. Ça, c'est sûr que… Ce qui était moins le cas avant, c'était plutôt à sens dans l'autre sens, quoi.
Écoute, ouais, l'avenir nous le dira. Moi, je fais du théâtre aussi. J'aime bien ça. J'aime bien changer de support tout le temps, même dans les plateformes. Ouais, absolument. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à inventer ça fait déjà pas mal, effectivement. Comme François Berléand hier, qui nous disait qu'il passait de la télé au cinéma, au théâtre sans problème. On est des acteurs, quoi. On a envie de faire toutes les chaînes, tous les supports. Ouais. Je trouve que la comédie au cinéma se fait vraiment bien. Donc c'est pour ça que je suis allée faire une comédie Made in China, sociale, un truc intéressant. Donc peut-être aller refaire des comédies au cinéma ou alors un film d'auteur un peu étonnant qu'on ne peut pas faire en télé. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en télé, des choses qu'on peut faire au cinéma. Il y a des trucs, des grosses comédies, on peut les faire au théâtre. Donc en fait, trouver les sujets et le support qui va aller. Et là, pour Netflix ou pour Amazon, peut-être ce sera un sujet différent qu'on pourra aller défendre sur les plateformes. Vous avez déjà des idées bien précises. Juste un petit mot avant qu'on se quitte, on reprendra une autre question sur cette fiction de M6 que vous allez faire avec Harry Habitant, dans lequel vous allez jouer un couple qui élève un enfant trisomique. Est-ce que vous pouvez nous dire un ou deux mots sur cette fiction qui sera un truc assez Mais vous attendu. me réinviterez pour parler de ça. Absolument, bien sûr, je reviendrai en mars. Parce que j'y tiens énormément. Ça a été un vrai coup de cœur pour la réalisatrice, pour le sujet et pour ces enfants trisomiques que j'ai rencontrés. Une fiction qui s'appelle Comment s'aimer, c'est ça? Alors, Apprendre à t'aimer. Ça a changé. Au début, c'était Comme un père. Et c'est un film bouleversant. C'est un film rare qui a été fait. Alors, on aurait pu le faire au cinéma ou on aurait pu le faire en documentaire, vraiment. D'ailleurs, c'est une réalisatrice qui fait beaucoup de documentaires qui l'a fait. Donc, c'est un petit ovni, un petit bijou qu'on voit rarement en télé et qui vraiment va dans le cœur de ces familles qui sont surpris à la naissance d'avoir un enfant trisomique. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on n'est que surpris parce qu'on fait des amniosynthèses ou des tests et tout. Et la société nous conseille de ne pas le garder. On est plutôt de ce côté-là. Donc tous les gens qui ont un enfant trisomique et tout le prennent comme un drame, puisque c'est dans l'inconscient collectif que ça va être très compliqué. Effectivement, ça va être compliqué, parce qu'on n'est pas aidé forcément par le système. Mais alors, j'ai découvert des choses bouleversantes, incroyables, qui t'ouvrent le cœur et qui méritent vraiment, vraiment, vraiment d'être vues, d'être entendues, d'être compris. Tant qu'on ne l'a pas côtoyé, on ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le cœur. Et ça te change la vision de la vie. C'est vrai que ce film parle de ça. Et cette réalisatrice, Stéphanie Pilonka, elle est extraordinaire pour ça. Elle connaissait tous les parents, tous les enfants trisomiques. Voilà, elle était rentrée dans le foyer des gens. Pour ça. Et on en parlera évidemment, parce que vous reviendrez nous voir en mars. Avec la réalisatrice, avec Harry, on va vous faire une belle promo. Alors Valérie, vous êtes l'une des meilleures actrices de cette décennie. Enfin, on ne va pas lire tous les compliments parce que sinon on en a pour la nuit. Une question de Clémence qui s'interroge sur votre emploi du temps. Elle souhaite savoir comment vous faites pour conjuguer votre activité entre guillemets de maman et celle d'actrice. Est-ce que c'est facile? Eh bien, je me dédouble. Vous ne dormez pas en fait. Voilà, c'est ça. Je suis une vampire. Je ne dors pas la nuit. Je m'occupe de mon fils et la journée, je tourne. On rappelle que vous êtes une jeune maman, donc effectivement, il faut tout combiner. Oui, j'ai un mari formidable qui m'aide beaucoup. J'ai une maman aussi qui m'aide beaucoup, une sœur, voilà, une belle-mère. En fait, on a une tribu, une famille, un village. Et puis, je fais comme toutes ces mamans. J'ai envie de dire, je ne suis pas meilleure que les autres mamans. Elles sont toutes... Oui, c'est vrai toutes comme moi, à vouloir garder leur vie de femme, leur boulot, leur vie, leur mari, leurs amis. Voilà, c'est vraiment le lot de chaque femme, les enfants. Hein, Sauf que comment fait votre femme? Ah bah nous on se débrouille, on fait toujours pareil. Sauf que vous, votre métier peut vous retenir longtemps loin de chez vous sur des périodes. Mais mon métier est magique aussi parce qu'il peut me faire rester 3 mois à la maison. Ouais. Donc en fait, vous compensez toujours. Voilà, à un moment, c'est que j'ai pas le même rythme que tout le monde, ça c'est sûr. Mais là, ça fait 3 mois que j'ai pas tourné. J'ai fait la promo qui me prend un petit peu de temps dans la journée, mais j'ai le temps. Donc ça, c'est super. Merci beaucoup, Julie. On passe tout de suite à notre rubrique sucré-salé pour terminer ce Buzz TV. Sucré, salé, c'est l'un, c'est l'autre. On vous fait 2 propositions et vous choisissez ce qui vous plaît le plus. Si je vous demande ce que vous préférez entre le bazar et le lac. Oh là 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 là, c'est très dur. Il faut choisir. Ouais, il faut choisir le bazar du lac. Ah, elle est facile. Non. C'est bien, ce sera un bon titre pour la prochaine saison en tout cas, de l'un ou de l'autre. Hein, non. Le crossover. Non, quel est le gros bazar dans ce lac? Quel gros bazar dans ce lac? Série d'époque ou série policière? D'époque. Ouais.
Ça me fait un peu C'est répondre à la pour les première costumes, question, ça. c'est ça? Oui, c'est vrai. Pour les costumes. Ouais. Mais c'est magique de porter des costumes. Malheureusement, je peux vous faire une petite aparté. J'ai été tellement contente de faire une série en costume romanesque, glamour et tout, mais j'ai choisi le mauvais rôle. Ouais, Oui. c'est vrai. J'ai pas porté une robe magnifique ni Brûlé, une non, coiffe, c'est ça. j'étais dégoûtée. Donc j'ai envie d'en refaire une, s'il Vous vous aviez un plaît. beau foulard. Télévision ou cinéma? Vous deviez choisir, comme ça. Si je devais Là, choisir, théâtre. Ouais, c'est bien. Une troisième réponse. Camilou ou Audrey Fleurot? Ah, c'est moche. Oui, après, je vais demander votre père ou votre mère. Vous allez voir, ce sera assez facile. Camilou, Audrey Fleurot. Alors, je peux répondre à cette question parce que je ne connais pas bien Audrey. Parce D'accord. qu'on n'a pas tourné ensemble. Donc, c'est Camilou. Donc, c'est Camille, c'est facile. Lannick Gautry ou Harry Habitant? Allez, Ah dans votre mari. Ah De votre mari de fiction. Harry, on a partagé un truc qui, je crois, nous liera à vie. Avec les enfants trisomiques, on a été bouleversés, envahis de... Voilà, les serial killers, ça bouleverse moins. Oui, Donc, le virus, pas... un peu moins. Donc, oui, peut-être plus pour Pour ce que vous avez le vécu, sujet, je votre crois qu'on vécu sera liés à ensemble, vie, ouais. même si, voilà, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup Julie Debona. Merci. Merci d'être passée nous voir. Je rappelle qu'on vous retrouve ce jeudi. Vous ne ratez pas cette fiction Peur sur le lac à 21h05 et ce sera évidemment sur TF1. Si vous avez raté la première saison, pas de souci. Ouais. Vous pouvez tout récupérer directement et merci d'être venu nous voir. Et Nicolas, Vous alors tu reviendrez préfères ton fils, ta fille ou ton autre fils J'aime tous mes enfants. Voilà, j'ai répondu, c'est sucré et salé chez nous, comme toujours. Damien, nous on sera là demain matin. Oui, avec un autre comédien, Oui, c'est ça? effectivement, un comédien qu'on a vu dans de nombreuses fictions sur TF1 également, que vous avez aperçu hier également dans la saison de Sam, et qui vient nous présenter une nouvelle fiction sur France 2. Il s'agit de Fred Testo, que nous recevrons demain sur ce plateau. J'espère que vous serez nombreux pour lui poser vos questions. Ce sera sans Omar, mais ce sera évidemment Salut avec Fred. Et ce sera dès demain. Merci à toutes et à tous, excellente journée.